Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. Notre espace éthique de réflexion en Midi-Pyrénées existe depuis 2012. Notre principale difficulté, c'est d'arriver à atteindre le grand public. Nos missions nous disent que nous devons éveiller, former, sensibiliser le grand public à la réflexion éthique dans les domaines de la vie et de la santé. Et il est évident que la réflexion éthique, a priori, ça fait peur au grand public, que quelquefois il ne se sent pas concerné, il a l'impression que ce ne sont pas des questions qui s'adressent à lui, mais aux philosophes, aux professionnels de santé. Et donc on a quelques difficultés à arriver à les contacter. Et donc tous les moyens qui permettent d'arriver à les joindre, que ce soit des conférences, des débats, des ciné éthiques, des cafés éthiques, sont utilisés pour essayer d'arriver à les atteindre. Habituellement, dans nos programmes, nous organisons chaque année 3 grandes conférences destinées au grand public et 7 à 8 conférences destinées à un plus petit public de professionnels. Et nous alternons ces conférences débats avec des ciné-éthiques qui vont commencer cette année et des cafés éthiques que nous faisons depuis une année environ. On a aussi eu quelques actions auprès des plus jeunes en se disant que c'était un moyen de sensibiliser la population à un moment où elle était apte à s'ouvrir à de nouvelles idées. Et on a fait quelques rencontres dans des lycées et collèges de la région. Alors je crois que c'est un sujet qui est particulièrement illustratif des questions qui se posent. D'abord parce qu'il touche à des problèmes fondamentaux de la vie, de la personne, de la modification de la personnalité et des valeurs et des piliers de la réflexion éthique au fur et à mesure du développement de certaines maladies touchant le cerveau. Et puis la deuxième particularité, c'est que nous sommes dans une région où il y a un taux élevé de population âgée et d'une manière générale, cette population âgée va augmenter dans nos régions. On sait bien que la France, comme d'autres pays européens, vieillit et les questions qui se posent aujourd'hui se poseront probablement encore demain. Dans notre région en plus, nous avons un gérontopole, c'est-à-dire une structure particulièrement dédiée à toutes les études cliniques, précliniques, thérapeutiques ou de recherche autour de la gérontologie. Et donc nous sommes très attachés à la réflexion dans les domaines que cela soulève. D'accord. Et alors justement, est-ce que par exemple ça a donné à la région une espèce d'avancée dans la mesure où justement des questions se posent qui ne se posent pas ailleurs là, ou pas, parce que faute de moyens ou faute de je sais pas, hein, mais moi j'ai l'impression que ça a donné quelque chose de particulier à la région. Oui, incontestablement, il y a un développement plus facile peut-être dans cette région parce que justement grâce au gérontopole de Bruno Velas, des investissements de nature européenne ou internationale ont pu aider à des approches de nouveautés de prise en charge. Alors je dis bien de prise en charge parce que nous savons qu'il n'y a pas que les thérapeutiques actives, qu'il peut y avoir des développements dans l'avenir, mais que pour le moment, dans beaucoup de maladies neurodégénératives, on est limité à prodiguer des soins, à faire de l'accompagnement, à se limiter à l'humanité et que les aspects techniques passent un peu au second plan. Mais malgré tout, des recherches, y compris dans ce domaine-là, peuvent être menées et des moyens sont développés assez largement pour aider les patients et aider leurs familles, parce que ça aussi c'est une innovation. Dans ces maladies, le rôle de la famille et des aidants d'une manière générale est largement mis en avant et indispensable. C'est à la fois quelque chose de nouveau et de pas nouveau. Si on regarde la civilisation, la culture, les habitudes, en particulier dans le monde rural d'autrefois, c'était la famille qui s'occupait exclusivement de ces questions, de ces problèmes de personnes vieillissantes ou de plus en plus dépendantes, pour quelque raison que ce soit. Et puis l'évolution du monde moderne, des technologies, a fait que tous ces aspects ont été confiés au domaine de la santé ou du médico-social. Et il devient maintenant difficile de ne le faire en prendre en charge que par le domaine de santé ou médico-social, les uns parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas de pertinence puisqu'ils n'ont pas de traitement, et les autres se heurtant à des difficultés de moyens. Et donc, par la force des choses, les familles redeviennent des acteurs de la prise en charge et l'accompagnement de ces personnes. Mais alors, le neurochirurgien que vous êtes,
parce que ce n'est pas une place anodine. Là, comment vous envisagez ça? Parce que c'est vraiment deux mondes totalement différents. Là, on est d'un côté, on a une espèce de technique de pointe, des choses absolument invraisemblables, et puis alors de l'autre, comme vous le disiez tout à l'heure, on est dans l'humanité. Bon, c'est tellement vague que comment est-ce qu'on peut être, comment on peut se situer dans... Alors, sans parler de moi, parce que ça n'est pas l'intérêt, mais justement, le fait que j'ai été neurochirurgien, donc impliqué dans des questions techniques, chirurgicales ou de financement par exemple, et que je suis maintenant responsable de l'espace de réflexion éthique Midi-Pyrénées, m'a amené à me décaler un peu par rapport à ma situation antérieure et à aborder ces questions avec un autre point de vue. Et je me rends compte qu'il est aussi de notre responsabilité de formateurs dans le monde de la santé d'y sensibiliser nos jeunes chirurgiens pour qu'ils associent d'emblée dans leur pratique, comme j'avais essayé de le faire autrefois, à la fois les aspects techniques et les aspects humains. On a quelquefois l'impression que le chirurgien est un technicien qui n'est compétent et intéressé que par cet aspect des choses. Et effectivement, plus l'aspect technique est prédominant, plus il peut être noyé ou masqué derrière, ou plutôt il peut repousser en arrière tous les aspects humains. Et il est de notre devoir d'y rester très vigilant, parce que l'acte technique n'est qu'un tout petit morceau dans la prise en charge d'une maladie, qu'elle soit aiguë ou chronique. On parle des maladies évolutives, mais il y a aussi des maladies qui paraissent très aiguës, comme les traumatismes crâniens. Il y a une phase aiguë, mais quelquefois après, ça dure toute une vie. Et il faut continuer à prendre ces gens-là en charge pendant toute leur vie. Alors ce ne sont plus directement les neurochirurgiens, il y a d'autres métiers de la santé qui s'y consacrent, mais les neurochirurgiens doivent y être sensibilisés parce que de leur comportement, de leurs indications, de leurs techniques opératoires peut découler la suite de la vie de ces malades. Et donc nous devons rester vigilants aux deux aspects, et techniques et humains. J'ai l'impression qu'à Toulouse, il y a encore de la place, ou alors où les gens se battent mieux qu'ailleurs, j'en sais rien, je ne sais pas très bien d'où ça vient, mais j'ai l'impression que cette idée de pluridisciplinarité, prendre son temps, ce qui est devenu quand même un luxe, hein, ça devient extrêmement difficile de travailler comme ça. J'ai l'impression que c'est encore quelque chose pas de banal, mais enfin de possible, en tout cas de possible. On sent quand même une espèce de pression, parce que c'est un peu comment dirais-je, entre les vœux pieux ou ce vers quoi on veut tendre, et puis alors parfois des freins, mais vraiment radicaux, hein, qui vous empêchent de travailler, on n'arrive plus tellement à savoir où on est, quoi. Donc comment ça se passe? Bon, on a l'impression qu'avec la chanson dans Toulouse, dans notre région, dans Toulouse, tout le monde aime la castagne, mais ça n'est peut-être pas tout à fait vrai. Il y a effectivement de plus en plus de gens qui acceptent de coopérer en se fixant un objectif commun. Et il est bien évident que surtout dans les accompagnements des maladies neurodégénératives ou évolutives, la coopération, la pluridisciplinarité, et je dirais même le pluriprofessionnel est utile. Quelquefois, le rôle du médecin, qui est en principe le pivot, l'organisateur des soins de proximité, est dépassé par celui des autres professionnels du soin, les aides-soignantes, les psychologues, les ergothérapeutes, les infirmières, et que le médecin passe en second plan. Il faut l'admettre, je crois que ça n'a rien de dévalorisant, et il faut l'admettre sans s'en extraire, parce qu'on se rend compte aussi dans les groupes de discussion qui existent au sein de l'espace de réflexion éthique, que les personnels soignants non médecins sont quelquefois aussi désemparés quand ils ont l'impression que les médecins s'occupent moins de tel ou tel patient parce qu'il n'y a plus d'action médicale proprement dite à conduire. Or, il y a besoin d'une coordination d'autant plus importante que la pathologie est complexe et ce sont souvent les médecins, quelquefois spécialisés, quelquefois généralistes, qui sont les mieux à même d'intégrer toutes les données de la pathologie. Mais ils ont par contre besoin de toutes les données décrivant la vie de la personne malade, ces données venant plutôt des soignants ou des aidants familiaux qui sont au quotidien à proximité des malades. Il y a eu des évolutions depuis la création de l'espace éthique jusqu'à aujourd'hui, j'imagine, hein, mais de quel genre, de quel ordre? Heureusement, il y a eu quelques évolutions, ne serait-ce que dans l'atteinte de cet objectif de toucher un maximum de gens dans la population. Par exemple, nous avons essayé
puisqu'il y a parmi nos missions d'avoir une vision d'observatoire régional des pratiques en éthique. Et dès la première année, nous avons essayé de recenser, d'identifier et de réunir les structures existantes en éthique en Midi-Pyrénées. Dans la première réunion qui a eu lieu en 2012, on est arrivé à réunir une vingtaine de structures, une trentaine de personnes. Dans la précédente, qui vient d'avoir lieu au mois de juin dernier, il y avait 200 personnes, un peu plus, et plus de 140 structures qui ont été identifiées. Alors certaines existaient mais n'étaient pas connues, vivaient dans leur petit coin. D'autres se sont créées à cause du mouvement que l'on a initié. Et je pense qu'on leur est assez utile, ne serait-ce qu'en les mettant ensemble pour qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont des questions communes, qu'ils peuvent traiter ensemble et gagner du temps les uns par rapport aux autres. C'est un de nos axes de travail actuels, d'autant qu'on va étendre ça à l'ensemble de la nouvelle région, puisqu'on va maintenant couvrir depuis les Pyrénées-Atlantiques jusqu'au Gard dans la région Occitanie. D'accord. Alors ça c'est intéressant parce que là on parle de territoire assez important. Et est-ce qu'on pense une espèce de mutualisation des moyens ou quelque chose comme ça, une espèce de convergence des moyens comment? Parce que là il y a quelque chose d'intéressant je trouve. L'orientation que vous évoquez est bien celle que nous envisageons de mettre en place. On a passé à Montpellier d'un côté, à Toulouse de l'autre, 3 ans à tester différents moyens ici et là en fonction de nos spécificités régionales ou de nos pôles d'intérêt ou de compétences en médecine. Et nous allons essayer de mettre en place une structure qui aura à la fois une organisation commune pour mettre en commun des moyens et donc améliorer, si j'ose le dire, la productivité ou du moins l'efficience de nos actions. Mais nous entendons bien aller le plus loin possible dans chacun des points de la région pour continuer à être au contact de chaque structure de soins ou de réseau de soins. Ce qu'on peut évoquer, ce sont les apports de ces actions faisant intervenir les aidants familiaux et les patients eux-mêmes dans la prise en charge des pathologies vues du côté des médecins. Alors j'ai bien dit, pour la prise en charge des pathologies, on l'a évoqué ce matin, les médecins ont un certain type de savoir à leur disposition, les infirmières, les aides-soignantes ont un autre type de savoir professionnel, mais de plus en plus on s'aperçoit que les malades eux-mêmes, dans certaines maladies, et les aidants familiaux ont aussi acquis une compétence au point qu'il y a même des formations maintenant et des diplômes reconnaissant cette compétence. Et les associations de malades, les groupes d'aidants familiaux sont utiles pour les médecins en nous apportant l'expérience et la compétence qu'ils ont acquis sur le terrain. Et que nous, ne vivant pas au contact de ces malades en permanence, ignorons. Donc la mise en commun des expériences et des savoirs des uns et des autres permet de mieux coordonner et de mieux compléter la prise en charge de ces patients entre les soignants et les aidants. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que il y a eu ça un peu, il y a eu ça de façon ponctuelle. On a connu ça avec le sida de façon évidente. On ne l'a pas vraiment connu avec le cancer, c'était pas comme ça, c'était beaucoup plus compliqué. Bon. Mais vraiment avec le sida, il y a eu une espèce d'école là qui s'est faite. Bon. Et on revient à ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là d'assez pragmatique en fait. Tout à fait, on voit bien que c'est la suite de l'expérience sida qui a initié ces comportements et ces modes d'échange et de prise en charge. Vous le reliez aussi comme ça directement à ça je crois très sincèrement, oui. C'est intéressant parce que comment ça se traduit quand même, disons formellement, parce que y a de la formation, parce que ça devient, comment dire, il y a des risques aussi. Est-ce qu'on ne risque pas, je pense qu'il y a plein de bénéfices, mais est-ce qu'on ne risque pas d'enfermer, entre guillemets, disons, les aidants dans une position de soignants qui ne sont pas Vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point. Il ne faut pas qu'on transforme ces aidants ou la famille en un nouveau métier de soignant. Je vais même de temps en temps jusqu'à dire à des nouveaux métiers de soignants où il y aurait des patients spécialistes de telle maladie et des patients généralistes, comme il y a des médecins spécialistes et des médecins généralistes. Il faut que chacun reste dans son domaine, alors je dirais de compétences ou de pertinence. Voilà. Les familles et les aidants peuvent apporter quelque chose
qui est différent de ce que peuvent apporter les médecins. Il ne serait pas bon non plus que les médecins sortent complètement de leur rôle et ne versent que, par exemple, dans la compassion. Ils ne seraient pas tellement utiles aux malades, ou du moins ponctuellement et brièvement, s'ils n'étaient que dans la compassion et l'accompagnement. Il faut aussi pouvoir garder une certaine, non pas distance, le mot n'est pas parfait, mais un certain point de vue. Et même chose pour les aidants. Hein. Et du même côté, les aidants. Mais ça, c'était assez différent du sida. Parce que justement, là, alors là, c'était pas les aidants, c'était les malades eux-mêmes. Hein. C'était les malades eux-mêmes qui étaient, alors là, qui jouaient tous les rôles. Qui jouaient tous les rôles, c'était quand même terrifiant. Mais là, c'est pas tout à fait pareil. Et justement, là, c'est peut-être quelque chose qui a été, qu'on a pu réfléchir grâce à cette expérience-là, qui est de la bonne distance. Enfin, essayer de trouver une distance raisonnable, enfin, entre guillemets, je trouve pas le mot qui convient, mais voilà, où on ne soit pas ni enfermé ni rejeté. Bon. Mais peut-être que la particularité de ce que l'on a connu avec le sida, par rapport à ce que l'on voit maintenant, réside dans le fait que, comme vous venez de le dire, les aidants n'étaient pas forcément la famille. C'était quelquefois un réseau de copains, d'amis, qui avaient en commun soit un mode de vie, soit la maladie sida, soit la crainte du sida. Et ce sont eux qui se sont structurés en réseau et qui ont constitué une espèce de groupe de pression. Et c'est un peu ce modèle qui est en train de se mettre en place. Ce ne sont pas que les familles isolées des malades, ce sont les familles des malades ou des aidants de malades qui se mettent en réseau pour aller dans le sens de meilleur accompagnement. Donc je crois que c'est quand même le modèle sida qui sert un peu d'orientation actuelle pour les maladies neurodégénératives où nous n'avons pas encore de traitement actif. Pour celles où on a un traitement actif, on se rapproche beaucoup plus du modèle du cancer, qui est devenu une maladie chronique où certes il y a besoin de soins de support, d'accompagnement, de soins de confort, mais où il y a beaucoup d'actions thérapeutiques, techniques à mener.